Bonjour, donc je suis Cyril Baudin, je suis docteur en sciences de l'information et de la communication pour l'Université de Strasbourg actuellement. Alors j'ai fait une thèse sur les médiations scientifiques il y a quelques années qui était assez critique de la vulgarisation, notamment quand la vulgarisation devient une idéologie culturelle ou politique qui attribue des rôles à chacun et qui construit l'image d'un public profane. Et selon moi, c'est donc un rapport généralisant. À Strasbourg, donc depuis quelques années, je dispense un cours en éducation aux médias. Alors c'est un cours d'option pour les licences. Actuellement, cette année, j'ai eu presque 300 inscrits dans mon amphithéâtre. Donc il y a vraiment un effet de mode et puis c'est un cours qui a l'air d'être plébiscité par les étudiants. Et plus récemment, je me suis lancé avec mon confrère Mickaël Chambru, donc qui est enseignant en médiation scientifique à Grenoble, dans la réalisation, la coordination d'un dossier de revue sur les fake news, qui paraîtra donc en décembre. C'est la revue Études de communication. Donc là, on a reçu tous nos articles qui sont encore en cours d'évaluation. On est en train de finaliser le numéro et puis je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure. Ce qui nous intéressait avec Mickaël Chambru, c'était d'adopter une posture plus critique, plus fondamentale du point de vue des sciences sociales et en particulier des sciences de l'information et de la communication, parce qu'on trouvait que bien des discours sur les fake news, à propos des fake news, se posent en tant qu'explication unique du monde, et alors que c'est un concept, le fake news, qui est hautement critiquable sous plusieurs aspects. Alors je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, oui, pareil, j'ai prévu peut-être un petit peu long, donc je vais couper dans tout ça. Pour vous dire, donc je coordonne avec mon collègue Mickaël Chambru, donc un numéro de dossier. Mais avant de vous en parler, je vais peut-être me positionner un petit peu par rapport à la thématique des fake news, pour que vous compreniez un petit peu comment moi j'essaye de la théoriser, de la comprendre. Et donc toute mon intervention là, je la réaliserai moins sur le mode de l'affirmation que du questionnement théorique par rapport à cette notion. Alors, je vais commencer par vous raconter une petite anecdote. Donc, comme je suis enseignant, je donne un cours d'éducation aux médias à Strasbourg, qui fonctionne plutôt bien. Je suis un petit peu devenu Monsieur Fake News à Strasbourg. Et donc, il y a plusieurs... souvent, les étudiants en école de journalisme viennent me voir pour réaliser des dossiers, des travaux à rendre à leurs profs sur cette thématique qui est très à la mode. Et l'an dernier, donc, un étudiant en école de journalisme me demande, à la fin d'une interview qui a été un petit peu longue, pourquoi les gilets jaunes croient aux théories du complot et aux fake news. C'était sa question. Et moi, je lui ai répondu un peu malicieusement en lui répondant par une autre question, en lui disant « Pourquoi croyez-vous que les gilets jaunes croient aux fake news et aux théories du complot ?» Voilà. Pardon ? Jésuite. Donc, avant de poser une question, et de fournir une réponse à une question, il faut déjà apprendre à poser la bonne question. J'essaie d'illustrer cela. Et donc, mon hypothèse sous-jacente était la suivante. Le thème des fake news s'impose comme un outil unique, un concept unique, pour percevoir un monde social pourtant extrêmement complexe et très hétérogène. Et notamment, donc, d'un côté, on utilise, moi j'observe l'utilisation de cette formule, les fake news, par des champs sociaux incroyablement différents les uns des autres, le champ politique, le champ médiatique, le champ journalistique, le milieu des médiations culturelles, socio-scientifiques aussi, qu'elles soient professionnelles ou militantes, les bibliothécaires, je devrais ajouter à ma liste, etc., etc., etc. Et puis, d'un autre côté, on utilise aussi par le discours cette notion pour expliquer des phénomènes sociaux extrêmement différents les uns des autres. On a parlé de radicalisation, on a parlé de terrorisme, on peut parler également, j'ai ma petite liste là, les élections ratées, les référendums ratés ici ou là, la montée des extrêmes en politique, du populisme, etc. La contestation de l'expertise officielle, notamment dans certaines controverses sanitaires et environnementales, je pense au cas récent du glyphosate par exemple. Voilà, donc on a un concept unique que l'on utilise pour
qu'une grande pluralité d'acteurs utilisent pour expliquer des choses qui pourtant devraient plutôt être étudiées au cas par cas, avec, je pense, une palette d'outils un petit peu plus diversifiée. Alors, ce concept unique, donc les fake news, il me semble, réduit la compréhension du social, tout le social, à la question d'une absence de culture, d'esprit critique ou de rationalité de l'autre, l'autre avec un grand A. Le débat autour des fake news, très souvent, crée une figure de l'altérité qui, à bien y regarder, ressemble un petit peu à cette idéologie de la vulgarisation dont je parlais tout à l'heure. Et il y a également d'autres caractéristiques des discours à propos des fake news en tant qu'explication du monde social qui ressemblent à s'y méprendre avec cette idéologie de la vulgarisation. Alors, on peut expliquer l'émergence de cette notion, par contre, par une époque qui est assez difficile pour nombre de champs socioprofessionnels, je les ai cités tout à l'heure, avec la critique croissante de la représentation, qu'elle soit politique, scientifique, institutionnelle, etc., etc., l'émergence de nouvelles concurrences professionnelles dues aux Internet, notamment que vivent aujourd'hui les journalistes, également les bibliothécaires, la chute des investissements publicitaires, on en a parlé tout à l'heure, principalement sur la PQN, qui est la PQN, Presse quotidienne nationale, ce sont les premiers organes de presse à pratiquer le fact-checking et à parler des fake news. Réduction des dotations publiques dans les domaines de la culture, de l'enseignement supérieur, de la recherche publique, etc., etc., etc. Donc il y a tout un ensemble de professions qui sont aujourd'hui mises à mal et qui peut-être, nouvelle hypothèse que je développe ici, tendent à s'accaparer les fake news pour essayer de relégitimer publiquement leur rôle, au moins à un niveau symbolique. Se justifier d'exister, donner des raisons d'une existence socio-professionnelle pour ces champs sociaux. Alors finalement, peut-être que nous devons assumer que nous avons tous quelque chose à vendre, que l'on soit bibliothécaire, journaliste, médiateur scientifique ou chercheur en sciences de la nature, en sciences molles ou inhumaines ou en sciences sociales. Nous sommes tous des acteurs intéressés lorsque l'on parle publiquement. Et c'est peut-être cette démarche réflexive, mettre en avant nos intérêts pour rendre discutables nos positions, qui devrait être la réponse appropriée face à cette supposée émergence des fake news et cette ère de la post-vérité. Je mets beaucoup de guillemets je l'ai fait avec mes petits doigts comme ça. Alors, je vais vous présenter, puisque je parlais de vente tout à l'heure, donc je vais vous présenter maintenant le dossier de la revue Études de communication, numéro 53, à paraître en décembre 2019. Alors... Donc, je le coordonne avec mon collègue grenoblois, Michael, et puis nous avons demandé, donc lors de notre appel à communication, à nos confrères chercheurs des sciences sociales en général et aussi des SIC, on a beaucoup de travaux en sciences infocom, de travailler sur les hypothèses que j'ai commencé à poser tout à l'heure. Alors, d'un point de vue théorique, la notion déjà pose problème. Là, j'expose les résultats, c'est plus mes travaux, c'est ceux de mes petits confrères. Au niveau théorique, donc, la notion pose plusieurs problèmes, et notamment au niveau de ce que l'on appelle la réception du discours médiatique. Il y a des théories concurrentes, les théories de la réception, et l'usage de la formule des fake news s'appuie très souvent, quasiment toujours, sur une compréhension déterministe des phénomènes de la communication médiatique. Ce sont là les théories dites à réception passive, et pour l'illustrer brièvement, ça voudrait dire que si TF1 dit A, le téléspectateur de TF1 pense et croit A. Voilà. Il y a une appropriation directe. Ces théories sont aujourd'hui totalement obsolètes, elles sont très peu utilisées par les chercheurs, notamment en sciences infocom, qui travaillent plutôt à partir des théories dites à réception active. Et ces théories à réception active ont un gros avantage, c'est qu'elles accordent au public, aux lecteurs, aux téléspectateurs, etc., des capacités intellectuelles.
Si, voilà, on ne parle plus à des éponges ou à des huîtres, et ces capacités intellectuelles sont celles de l'évitement de l'information, du recoupement des informations, de la critique, ou encore de la résistance face à certains domaines, certaines sources, par exemple. Donc, à chaque fois, lorsque l'on fait des études de réception, il faut bien sûr étudier au cas par cas, individu à individu, et il faut se méfier des grandes explications très générales qui posent des postulats comme naturels en matière de réception. Un autre article, donc, qui paraîtra bientôt, avance que la notion de fake news, de fausse nouvelle ou d'infox, tout cela, tout ce nuage un petit peu flou, engage une conception essentialiste de la vérité, qui permet dans le même temps une disqualification a priori des positions, des arguments et de l'identité même de l'autre, au nom d'une vérité supposée radicalement indépendante de la culture, du langage ou de la perception que l'on peut avoir de la vérité, on rend indiscutable le caractère artificiel de la nature. Voilà un article qui est assez intéressant, et pour ces auteurs, le débat autour des fake news et cette grande explication généraliste du monde est une impasse en épistémologie des sciences, parce qu'elle nie les conditions pratiques qui rendent pourtant le savoir scientifique possible. C'est la discussion critique entre pairs, par laquelle on va stabiliser des formes de savoir, on produit le savoir par convention sociale. Voilà des idées qui sont totalement effacées par ce débat, semble-t-il. Du point de vue des journalistes, on a eu 42 propositions d'articles, on a dû faire une sélection très très difficile, on a sélectionné 7 sur 42, mais sur les 42 propositions d'articles, comme quoi le thème est vraiment à la mode, sur ces 42 articles, on en avait plus de la moitié qui parlaient du journalisme. Et au contraire, plusieurs autres champs sociaux n'ont pas du tout été abordés. Moi, je m'attendais par exemple à voir des travaux sur l'union rationaliste, sur la zététique, par exemple, qui produit des éléments de langage chez lesquels les journalistes, beaucoup de journalistes vont piocher, semble-t-il. On n'a rien eu là-dessus, donc c'est du travail qui restera à faire plus tard. Mais du point de vue en tout cas des journalistes, donc on a sélectionné 2 articles qui nous paraissaient assez pertinents, et donc ces 2 articles apportent encore d'autres éléments de réflexion pour répondre à cette question posée aux sciences sociales, les fake news. Alors ces 2 caractéristiques, le déterminisme médiatique, j'en ai parlé un petit peu, la naturalisation aussi des images du vrai, se retrouvent également dans les usages que certains journalistes font de la notion de fake news. Mais ces discours spécifiques interviennent à une époque charnière pour le journalisme, justement, et surtout la PQR, qui est faite d'une défiance croissante du lectorat et puis d'un profond bouleversement des modèles socio-économiques. Le double marché s'est effondré depuis, sur lequel repose la presse. Et donc, c'est tous les discours de fact-checking, des grands services de fact-checking, notamment Le Monde et Libé, tous ces discours s'accompagnent également d'un discours de la certification ou de la labellisation du vrai, et qui permettent aussi aux journalistes d'avancer certaines revendications socio-professionnelles. C'est notamment la démarcation avec les nouvelles concurrences sur Internet, et puis une volonté de rediriger les subventions publiques ou les recettes publicitaires vers un ensemble de titres de presse certifiants ou labellisés anti-fake news. Voilà quelques éléments de réflexion. Un autre article donc, qui s'intéresse à l'émergence du fact-checking chez les journalistes. Et donc pour ces auteurs, la pratique journalistique du fact-checking permet de faire émerger de nouveaux profils professionnels dans le métier du journalisme, les métiers du journalisme, un professionnalisme du flou, dirait un théoricien, et donc faire émerger de nouveaux profils de journalistes et les faire valoir au sein de la profession qui est soumise à des concurrences professionnelles très très fortes. Donc ça va permettre de chambouler un petit peu l'ordre établi entre le bon journaliste et le mauvais journaliste, par exemple. Mais ce faisant, la pratique du fact-checking introduit un certain conservatisme dans le rapport aux sources, et notamment en insistant sur le caractère officiel des sources véritables, plausibles.
Très bien. Voilà, donc j'accélère un petit peu. Voilà, on a d'autres articles sur d'autres sujets qui sont un petit peu plus surprenants, mais qui étaient très intéressants. On a trouvé avec Michael, notamment sur les discours produits par le Vatican et l'Église catholique à propos des fake news, ou le mouvement des surlistes en France. Alors, je vais conclure maintenant, il me reste une petite minute. De quoi parle-t-on précisément lorsque l'on mobilise la notion de fake news? Bien évidemment, je ne vais pas répondre d'une manière ferme à cette question, mais pour notre part, Michael et moi, on pense que cet outil conceptuel est devenu une sorte de couteau suisse de la pensée. Un couteau suisse, hein, on peut tout faire avec, mais on ne fait rien de bien avec. Voilà un petit peu l'image que j'essaye de développer en utilisant cette idée. C'est un outil intellectuel supposé répondre à tous les problèmes, mais sans jamais avoir la capacité de les résoudre efficacement. On peut poser clairement la question de l'efficacité de tous ces projets d'éducation aux médias, d'éducation à l'esprit critique. Et finalement, est-ce que ce débat sur les fake news n'est-il pas, tel qu'il est posé à l'heure actuelle, contre-productif? La notion de fake news semble se justifier, moins au travers d'une pertinence analytique qui va permettre une compréhension fine du monde social, il me semble, mais par contre, peut-être qu'elle se justifie en rendant imperceptibles des problèmes sociaux pourtant très concrets, très contemporains, comme bien les questions de financement peut-être, de la recherche publique, des bibliothèques publiques, de certaines professions, les subventions au journalisme, etc., etc., etc. Donc elle tend à s'accaparer tous les espaces de discussion et à empêcher la mise en discussion d'autres problèmes. On pourrait parler de la protection des lanceurs d'alerte contre le renforcement du secret des affaires, la recherche participative, etc., etc., etc. Je vais simplement terminer par un vieil adage qui illustre un petit peu ma position. C'est tous les problèmes ressemblent à des clous pour qui ne possède qu'un marteau. Voilà, merci beaucoup.